Mesdames et messieurs, merci de suivre un deuxième numéro de la semaine face à face. Je reçois le patron de kinfo.ca et les responsables aujourd'hui de Chanel Congo, Chanel Media, Média Chanel. Media Chanel, Congo Média voilà. Chanel. Pascal Ounje, qu'on appelle affectueusement notre confrère. Il est là avec nous, mais là, ça sera en termes de confrère. On va parler sur l'actualité. Aujourd'hui, le seul sujet, c'est la position de l'Église catholique, je vais dire à Cinco, les CC, les autres confessions religieuses. Est-ce que le Saint-Esprit s'est contredit? Pascal Ounje, bonjour. Bonjour Christian. Comment allez-vous? En tout cas, merci beaucoup. Merci parce que vous aviez fait le choix sur moi. Et quand vous m'avez appelé, malgré que j'avais d'autres occupations, je me suis dit, c'est une obligation de ma part aussi de venir intervenir aujourd'hui. Voilà pourquoi je suis venu. Merci. Et sur ce beau plateau. Merci. J'estime que nous allons naviguer ensemble dans des réflexions pour qu'on permette la bonne compréhension. C'est le plus important. Auprès de nos téléspectateurs. Et vous n'êtes pas seul, vous rencontrez Siméon Isako, le patron de Casinfo.ca. Comment allez-vous? Je vais très bien, Christian. Merci pour l'invitation. Je suis rédacteur en chef de Casinfo.ca. Très bien. Les patrons, c'est Yvon Mouyachimanga. C'est toujours un plaisir de venir répondre à ton invitation afin de non seulement défendre la République, mais analyser les différents sujets d'actualité qui font la une ici chez nous en RDC, parce que on n'a pas deux pays, on n'a que ce seul Congo que nous devons accompagner. Ça veut dire par ricochet accompagner les institutions, en commençant par le président de la République, le gouvernement et les autres institutions. Donc, je vais profiter, je vais peut-être vous étonner, vous choquer un peu là, profiter de l'occasion pour dénoncer cette interférence entre les ministres du gouvernement Sama. Peut-être que vous ne le savez pas, il y a eu un accord signé par les ministres de l'économie avec le gouvernement namibien pour la pêche des 27 000 tonnes sur les eaux namibiennes. L'accord a été signé pour qu'il soit effectif déjà à partir du mois de septembre passé. Mais là, on est en train de consommer déjà les délais, parce que l'accord va expirer au mois de décembre. On a déjà donné 7 millions au gouvernement namibien, mais le gouvernement congolais n'a pas encore exploité. Ça veut dire que nous sommes en train de perdre les 7 millions donnés au gouvernement namibien. Et cet accord a été signé par les ministres de l'économie, alors que le ministre de la pêche et l'élevage, qui a dans ses attributions cette pratique, n'était pas au courant. Donc, il faut dénoncer ces comportements qui risquent de ne pas aider le gouvernement Sama à aller de l'avant. Moi, je me pose la question, pourquoi les ministres de l'économie s'est précipité à signer pareil accord à l'absence des ministres concernés directement? Parce que avec ces montants décaissés, plus de 7 millions, la RDC est à mesure aujourd'hui de se procurer des bateaux de pêche. Des bateaux de pêche qui vont faire en sorte que la RDC puisse quitter de cette étape de l'humiliation et pêcher les poissons avec cette richesse qu'on a, les eaux qu'on a, donc les fleuves Congo, les rivières Kassai et les autres. Il y a des poissons aujourd'hui qui meurent dans nos eaux à cause du vieillissement. Est-ce que vous êtes parce qu'on sait pas pêcher. Est-ce que vous êtes en train de cet argent suspecter quelque pouvait chose? Servir à acheter, par exemple, les bateaux de pêche. Est-ce que vous êtes en train de suspecter une certaine corruption ou détournement? Ben, je me demande qui a autorisé le décaissement de ces fonds, alors que tous les ministères impliqués n'étaient pas au courant. Très bien. Pourquoi le ministre de l'économie seul s'est précipité à engager l'État, peut-être, alors que son collègue de pêche et l'élevage n'était pas au courant. Donc, il y a quelque chose qu'on doit bien nous expliquer et le Premier ministre Sama Lukonde doit bien veiller sur cette situation. Très bien. Donc, alors, Christian, c'est important parce que la question que vient d'évoquer Siméon a d'autres, en tout cas, canaux à pouvoir expliquer autrement. Je prends le cas du ministère de l'Intérieur, par exemple. C'est là où je parle, il n'y a pas bonne collaboration entre les ministères. Comment comprendre jusqu'au jour d'aujourd'hui le ministère comme ministère de l'Intérieur ne sait pas avoir des fonds conséquents pour assurer correctement la sécurité à travers le pays? Et là, moi je vois le ministre de Finances
effectivement, il y a un problème qui ne marche pas. Est-ce que c'est la tête de certaines personnes qui n'arrange pas d'autres? Qu'est-ce qui se passe effectivement? Il y a trop d'écrits. Dans cette ambiance, il n'y aura pas une bonne cohésion gouvernementale. Et voilà pourquoi il faut, en tout cas, comme le confrère a évoqué le cas du Premier ministre, c'est au Premier ministre de bien comprendre que s'il n'y a pas une bonne régulation, n'est-ce pas, dans les relations entre les ministres, sinon entre les ministères, la conséquence, c'est que il n'y aura pas une bonne production. La conséquence, c'est que la population ne saura pas attendre ce qu'on aura voulu, n'est-ce pas, qu'elle obtienne. Et voilà, le premier responsable sera cette fois-là le Mais Premier ministre. pourquoi Voilà il n'y a pas cette coordination? C'est aussi, beaucoup de gens se posent la question. Lorsqu'on avait le gouvernement Ilukamba, on avait vu comment le ministre de la décentralisation avait réglé le portrait à l'autre ministre à un moment donné, Sakombi ou quelque chose comme ça. C'était des lettres, des missives, des missives. Les fonds plutôt les fonds aujourd'hui ne suivent pas. N'est-ce pas? Oui. Et vous ne pouvez pas gérer ce grand ministère s'il n'y a pas de fonds, il n'y a pas de moyens. La réalité aujourd'hui, c'est que le ministère de l'Intérieur n'a pas de moyens. Le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur n'a pas de moyens. Non, mais comment ça, Pascal? Ah oui, je vous le dis. Le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur. De la sécurité intérieure. N'a pas de moyens. Mais et là, moi, je vois le ministre des Finances qui ne sait pas comprendre l'enjeu essentiel. Mais parce que l'objectif aujourd'hui pour le chef de l'État, le premier objectif pour lui d'ailleurs, c'est le rétablissement de la paix. Bien sûr. Si vous n'avez pas de paix preuve, et la communication. La preuve, vous voyez comment il se décarcasse sur la question de l'Est. La preuve, vous avez vu comme il a décrété l'état de siège. Mais l'état de siège décrété, il faut accompagner. Mais là, c'est pas l'intérieur, là, c'est la défense. Non. Là, il y a la défense et l'intérieur. Oui, il y a la police et les militaires. Exact. Et donc, je vous donne cette information. Nous interpellons ici le ministre de Finances, sinon le ministère de Finances, de pouvoir comprendre l'erreur qu'on est en train de commettre aujourd'hui. Comment le ministère de l'Intérieur peut manquer des moyens de sa politique. Mais pourquoi le ministre n'en parle pas? Non, mais on ne peut pas crier. On ne peut pas crier, mais il y a des lettres qui sont écrites aussi. Je crois que c'est le cas. Moi, j'aurais appris que c'est lui de pêche et élevage. J'aurais même écrit au Premier ministre. Mais je crois qu'il y a une question qu'on doit se poser. Si on doit évoquer les cas du ministre Tony Mwamba tout récemment, avec cette affaire de TENAFEP, il voulait obtenir le décaissement de 30 milliards, si je ne me trompe pas. Attention, ce sujet est très glissant, on va vous traiter des médias de haine. Non, parce que on doit rétablir la vérité. Mais de ce côté-là, c'est cela aussi la responsabilité du journaliste, rétablir la vérité. Mais vous serez taxé des médias de haine. Non, on n'est pas des médias de haine. Ouais. À un moment donné, Tony Mwamba avait sollicité pour le paiement des enseignants qui avaient surveillé les TENAFEP, 30 milliards de francs congolais. Alors que le ministre des Finances avait déjà autorisé le décaissement des fonds et son collègue des budgets, le chef a bloqué ces fonds-là. Donc, il y a une question à se poser. Comment si Tony Mwamba n'avait pas respecté la procédure, les ministres des Finances et celui des budgets ont permis le décaissement de ces fonds-là. Donc, c'est l'IGF qui a réalisé par après qu'il y a un problème qui a sauvé il fallait bloquer le décaissement des fonds parce que la demande du ministre Tony Mwamba n'était pas claire. C'est là que j'en interpelle à la vigilance du chef de l'État. Parce que il met l'homme au centre de son action. Le peuple d'abord. Il met l'homme au centre de son action. Si on ne sait pas sécuriser l'homme congolais, si on ne sait pas travailler pour que l'homme congolais puisse manger à sa faim, on prend 7 millions de dollars je peux dire, j'étais dans l'eau. Parce que c'est dans 2 mois que le contrat va expirer alors que le gouvernement congolais n'a pas pêché sur les eaux namibiennes. C'est grave, c'est plus que grave. Alors que mon confrère Pascal Ounje est en train de dire tout à l'heure que le ministère de l'Intérieur manque les frais de fonctionnement. Mais moi, alors que on doit accompagner et soutenir l'état des sièges. Mais est-ce que c'est vrai d'abord? Ça veut dire que le Premier ministre et les chefs de l'État doivent être très éveillés. Les ministres, simplement, on peut dire qu'il y en a qui ne travaillent pas pour la réalisation vision du chef de l'État. Pascal Ounje, je reviens à vous. Dites-nous, est-ce que c'est vrai que le ministère de l'Intérieur n'a pas de moyens de sa politique? Je vous confirme. Je ne suis pas du genre des gens qui peuvent spéculer et sans des raisons raisonnantes.
Ce que je vous dis là, c'est vrai. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur n'a pas le moyen de sa politique. Ici, j'interpelle le ministre des Finances de pouvoir comprendre que son gouvernement a des missions spécifiques. Parmi ces missions, il faut citer la sécurisation des personnes et de leurs biens. Je ne peux pas parler des frontières parce que là, c'est la défense. Mais lorsque je constate que on ne sait pas allouer des fonds conséquents pour le ministère de l'Intérieur, pour que le travail soit correctement bien fait, à pouvoir sécuriser les personnes et leurs biens, je me dis, là, on semble être mal parti. Ou alors simplement, ou substantiellement, on ne comprend pas ce qu'on fait. La question est vraie. Il n'y a pas à hésiter dans la compréhension. C'est effectif. Il n'y a pas de fonds pour permettre au ministère de fonctionner correctement selon sa politique. Très bien. Alors, revenons maintenant sur l'actualité, ce qui est quand même important de le dire. Nous sommes en train de traverser une situation extrêmement difficile. Néhémie Mulania, ancien coordonnateur ancien directeur de cabinet de l'ancien président, et je ne sais pas s'il est toujours coordonnateur du FCC ou ancien coordonnateur. Ancien coordonnateur du FCC. C'est une banalisation. Voilà. Il dit que le pays traverse une autre crise. Il a parlé de la première crise, la crise sécuritaire, et il dit que, visiblement, le chef de l'État plonge le pays dans une autre crise pré-électorale maintenant. Néhémie Mulania. Oui, professeur Néhémie Mulania. Mais il ne peut pas aujourd'hui se transformer en donneur de leçons. Mais pourquoi ça vous excite autant? Non, non. Pourquoi, quand aujourd'hui Néhémie Mulania ou les gens du FCC parlent, vous leur dites tout de suite, vous n'avez pas de leçons à nous donner? Il faut les rappeler. Le vrai reste vrai. Il faut les rappeler. Si ce pays est dans cet état, c'est Néhémie et les autres et ses copains. Ils sont eux qui ont agenouillé le pays. Quelques mois après, ils ne peuvent pas aujourd'hui se transformer en donneurs de leçons. Qui a oublié tout ce qu'ils ont fait contre le pays? Quand est-ce que le Congo, depuis qu'ils étaient au pouvoir, a connu le meilleur? Quand vous prenez le temps que Kabila avec les Néhémie, ainsi de suite, était au pouvoir, vous prenez la période de 2-3 ans qu'on vient de connaître. Quand vous comparez, au moins que vous soyez aveugle, vous allez sentir qu'il y a une grande différence. Aujourd'hui, on est en train de jeter les jalons. Néhémie ne peut pas être content. Néhémie ne peut pas être d'accord. Il veut évoquer la question parce qu'aujourd'hui, on parle de l'installation du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Justement. Je veux le rappeler. 2006, lorsque on installait, c'est fin 2005-2006, lorsqu'on installait Malou Malou, mais ce qu'on a connu, c'est pire que ce qu'on connaît aujourd'hui. 2011, c'était pire. 2011 encore, lorsqu'on touchait à la Constitution, à l'époque, je couvrais encore l'Assemblée nationale, François Mwamba, au nom de l'opposition, avait pleuré parce que les Néhémies ont touché à la Constitution de façon brutale. C'est à ce moment-là que le pays était à genoux. On est parti de 2 tours à l'élection présidentielle, à un seul tour. Et lorsque les gens parlaient, Néhémie trouvait normal, parce qu'il bouffait. Aujourd'hui, on a bouché, là où il pouvait bénéficier, il commence à crier. Lui ne peut pas crier. C'est lui qui nous a mis dans cet état. Il faut qu'il y ait une crise. Non, quelle crise aujourd'hui? On est dans une étape de réparation. Et lorsqu'on est dans une étape de réparation, ceux qui ont causé le préjudice ne vont pas vouloir que nous on répare et qu'on réussisse la réparation. Et voilà pourquoi ils vont vouloir à tout prix nous tirer vers le bas pour qu'on constate ensemble avec eux que voilà, c'est encore abîmé, ils n'ont pas été à mesure de réparer. Et alors que ce sont eux qui ont créé la réparation. Néhémie sont à la base de la crise du pays jusqu'au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, au moins, on est en train maintenant de remonter. Parce que vous aviez parlé ici du biscuit de l'émission. Vous faisiez allusion au fond. Moi, je ne vois pas le fond parce qu'on parle de fond. Moi, je vois l'effort qui est fourni sur l'homme d'abord. Comment parvenir à changer l'homme? Et l'homme gestionnaire, également l'homme enfant. Ça, c'est l'effort du gouvernement actuel. Ça, c'est l'effort du régime actuel. Quand vous êtes responsable dans une entreprise, au jour d'aujourd'hui, Christian, je vous dis, il y a une épée de Damoclès sur les têtes des dirigeants. La peur est là. Il y a l'argent de l'État qui entre. Le premier réflexe, c'est que je ne vole pas, sinon je serai humilié. Ça, c'est fondamental. Même s'il y a des déviances,
Même s'il y a de ces exceptions, des gens qui continuent à se méconduire. Mais au moins, la compréhension dans la généralité est que quand il y a quelque chose d'intérêt national pour tout le monde, on ne peut pas mettre la main dedans. Ça, c'est fondamental. C'est une philosophie qu'on est en train de créer de la gestion. Il y a aujourd'hui Question de laisser le temps et on va changer. Près de 800 milliards de francs congolais ont été enregistrés par les régies financières seulement en date du 17 jusqu'en date du 15 octobre 2021. Près de 800 milliards Des de choses qu'on francs n'a pas, congolais. des choses qu'on n'a Non, pas connues par impossible, le jamais passé. dans le passé. Des choses qu'on n'a pas connues par le passé. Et Néhémie, devant de tels cas, il ne peut jamais être content. Il ne peut jamais reconnaître. Mais rencontrer Néhémie dans ses moyens, vrai ou faux, sommes-nous dans une crise préélectorale? Il parle du forcing au niveau de l'Assemblée nationale. Non, c'est faux parce que ce qu'on connaît aujourd'hui, je ne vais pas très loin. Je prends le cas Malumal 2016. Je prends le cas Corneille Nangaa 2018. Mais l'opposition à son temps, avec claqué aussi la porte, qu'Ennemi se rappelle, lorsqu'on composait le bureau de la CENI, on réservait un petit poste à l'opposition, poste des rapporteurs. L'opposition était mécontente aussi, était sortie, et ils ont fait de la même façon que les autres aussi font aujourd'hui. C'est comme ça que je vous rappelle, ou je les rappelle toujours, la pensée d'Héraclite et d'Éphèse. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Ils sont rattrapés. Ils le faisaient hier. Lorsque les autres le font aujourd'hui, je n'encourage pas. Mais ça reste le mal. Le mal reste le mal, même je n'encourage pas si c'est mal, mais je constate qu'il n'y a pas mal. Ici, il n'y a pas mal. Il n'y a pas mal. Écoute, non, excusez que je termine. Il n'y a pas mal. Il faut rappeler un fait aussi, Christian. 2006, lorsqu'on installe le bureau de la Commission électorale nationale indépendante, que Néhémie se rappelle, il n'y a pas eu le débat tel que nous l'engageons aujourd'hui. Kabila seul s'imposait. 2011, on a le pasteur Ngoï Mulunda. On l'a installé selon la volonté de Kabila. Il n'y a pas eu de débat démocratique comme nous avons aujourd'hui. Il s'est imposé. Néhémie n'a rien dit. 2016, Ngoï Mulunda revient, mais il n'a pas trop travaillé, il est parti. Non, enfin, Apollinaire Malumal revient, il n'a pas trop travaillé, il est parti. Corneille Nangaa revient en 2018. On a eu le bureau. Kabila et ses proches se sont imposés. On n'a pas eu un débat démocratique comme nous avons aujourd'hui. Substantiellement, ça veut dire quoi? Il y a eu une avancée. On a permis que les gens s'expriment. On a permis que les gens donnent leur point de vue. Mais malheureusement, ils sont allés en excès. Très bien. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a crise dans l'entendement de Néhémie, mais plutôt il faut dire que ce qu'on connaît aujourd'hui en termes de débat démocratique, on n'a pas connu dans le passé. Très bien, et cette fois-là, il faut plutôt encourager que de crier crise comme s'il y en avait. Siméon Isako, pour le professeur Néhémie Mulania, pour Madame Geneviève Vinagozi, pour les autres membres du FCC. Mais cette dame-là, je l'ai vue la fois passée à l'Assemblée nationale. Oui, elle est là. Mais je me dis, franchement, c'est du théâtre. Comment ça, du théâtre? Les députés, non? Non, mais je l'ai vu. Lorsqu'on débattait sur la question du RAM. Oui. Il y a une députée qui prend une motion incidentielle, en faveur d'ailleurs de l'opposition, parce que il estimait qu'on ne pouvait pas débattre de la motion, de la motion de défiance pendant qu'on n'a pas encore vidé le débat. C'était ça, la logique d'ailleurs du FCC. La personne qui vous défend, parce qu'elle était dans une position prédisposée à ne pas comprendre tout ce qu'on allait dire le jour-là, elle a commencé à s'attaquer à l'initiateur de la motion. Je me suis dit, mais la dame, elle fait du théâtre ici. C'est du théâtre, simplement. Alors des gens comme ça ne peuvent pas être des exemples. Geneviève Vinagozi, Simon Isako, a attaqué le professeur Mbata en disant que le prof Mbata a violé la loi. En fait, disons, la nomination du professeur Mbata, c'est une violation de la loi. Comment il peut être à la fois président de la commission PAJ, à la fois président de la commission paritaire? Qu'est-ce qu'elle connaît de bien? Oui. Et puis après, le prof Mbata a répondu calmement en disant tout simplement que Geneviève Vinagozi n'avait pas des outils nécessaires pour apprécier l'irrégularité de quelque chose et qu'elle ne maîtrisait pas. Pour Kabange Numbi, pour Kabange Numbi et Néhémie Mulania, il s'agit bel et bien d'un forcing. Vous suivez l'actualité électorale depuis un certain temps, Siméon Isako. Dites-nous, y a-t-il eu forcing, oui ou non? Forcing, oui ou non? Oui. Ben, c'est l'opposition qui l'a dit. C'est l'FCC qui l'a dit.
c'est ensemble des catholiques qui les dit. C'est la Mouka, faut reconnaître la Mouka Fayoulou Mouzito qui les dit. Mais en réalité, il n'y a pas eu forcing. Ben, expliquez comment et Il n'y a pourquoi. pas eu forcing. Je vais m'expliquer. Pourquoi j'ai dit qu'il n'y a pas eu forcing? D'abord, il faut se poser la question, quand est-ce qu'on parle d'un forcing? Il y a forcing lorsqu'on n'a pas respecté la procédure. Et qu'on veut atteindre ses objectifs en violant certains principes. Et ça n'a pas été le cas. Ici, dans les cas du bureau de la CENI qui a été récemment entériné, la procédure a été respectée et le président de l'Assemblée nationale a fait montre de sa bonne foi à plus de 2 reprises. Il est allé même au-delà de ce qui a été prévu. Il a accordé par 3 reprises des délais pour que la confession religieuse parvienne à se mettre d'accord, mais parce qu'il y avait un plan derrière la tête, ces confessions religieuses ne sont pas parvenues à se mettre d'accord. Il n'y a pas eu forcing. Pourquoi il n'y a pas eu forcing? Parce que la loi de la majorité a été respectée. On ne le dira jamais assez. Il n'y avait pas, lors du premier round, les confessions religieuses se réunissent. Parce que les 6 confessions portent leur choix sur M. Kadima et Roger Bimola. Les 2 confessions qui sont minoritaires ne se retrouvent pas. Parce qu'en réalité, ils avaient aussi leurs candidats qu'ils avaient portés. On parle de Ebokolo. Cyril Ebotoko. Oui, Ebotoko, pardon, et voilà. quelqu'un d'autre. Ils avaient leurs candidats qu'ils avaient portés. Parce que leurs candidats ne se retrouvaient pas. Et l'Église catholique et les CC, s'imaginant leur toute puissance, ils se sont vraiment imaginés qu'elles sont puissantes. Et qu'à cause de leur puissance, elles sont à mesure d'obtenir les droits de veto qui n'est même pas inscrit dans la charte. C'est ce que ces églises se sont imaginées. À cause de cette imagination-là, elles ont voulu imposer les choses à d'autres confessions religieuses, oubliant que les voix comptent de la même manière. Donc, chaque confession, une voix. Bien sûr, ça c'est la loi qui le dit, c'est la charte qui le dit. Que tu sois église catholique, que tu es 70% des chrétiens de la RDC, une voix. Ils ont oublié ce principe-là. Alors, parce qu'il n'y a pas eu consensus, passons au vote. Ce sont des choses qu'il faut rappeler. Que les Congolais, les sages qui comprennent. Passons au vote, les CC et l'Église catholique refusent. Lors du premier round. Je l'ai dit, nous, on n'est plus disposés à continuer à travailler, sortez, je vais éteindre la lumière. Et les autres disent, on était déjà en train de faire un travail, donc qu'est-ce qu'on fait? La majorité décide qu'on aille continuer le travail à la CIME. Ça, c'est qu'ils sont partis à la CIME continuer le travail. Ils élaborent le PV, ils amènent à l'Assemblée nationale. Lors du deuxième round, parce que quand ils ont amené les PV, il faut encore les rappeler, Mbosso a estimé, ils ont décrié, les 2 confessions ont décrié, Mbosso a estimé qu'il fallait encore accorder du temps pour un consensus. Il accorde du temps. Il se retrouve lors du deuxième round. Il fallait convoquer la réunion. Et Utembi qui devait convoquer la réunion n'est pas sur Kinshasa. Il ne convoque pas la réunion. Bokundo qui devait le faire refuse de le faire par mauvaise foi. Les 6 confessions religieuses s'assument au nom de l'article 16 de la charte. Il y a la charte ici. Voilà. Ils s'assument, ils convoquent la réunion. L'article 16, le 2e alinéa. Voilà. Ils s'assument, ils convoquent la réunion. Ils signent le PV. Et là encore, il faut dire aux Congolais que la personne qui n'a pas participé à la réunion ne peut pas signer le PV. Parce que ce qui est dans le PV engage ceux qui ont participé dans la réunion. J'entends les gens se poser la question, mais qui allait déposer le PV, qui a signé le PV, alors que c'est Utembi et Bokundoa qui ont le pouvoir de signer le PV. Non, mais Utembi et Bokundoa n'ont pas participé à la 2e réunion qui avait désigné Kadima et Roger Bimola. Ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas signer le PV. Et les 6 confessions ont signé le PV, ils ont remis à Cholet. 3e round, mémément. Alors, face à cette mauvaise foi, face à cet agenda caché de l'Église catholique avec leurs partenaires, aujourd'hui les Congolais sont au courant
qu'il s'agit des Moïse Katumbi, il s'agit des Martin Fayoulou, qui ne veulent pas des élections. Attendez, Il très veut bien. du glissement. Je reviens à vous, Siméon, parce que vous parlez de glissement, mais je voudrais plutôt poser une question à vous deux d'ailleurs. Qu'est-ce qui peut bien alimenter la rancœur, la mésentente entre les prêtres et le pouvoir en place? Oui. Parce que je me rappelle que dans un passé récent, on était amis, on était frères, on se soutenait. Quand je dis on va dire et le peuple, et l'opposition, et l'église, on était tous ensemble à un moment donné. Mais d'où vient cette fissure, cher Pascal? Oui. Il faut d'abord commencer par reconnaître le combat de l'Église catholique. Que ce soit avant l'indépendance, pendant l'indépendance, après l'indépendance, pendant le temps dictatorial, l'Église s'est engagée véritablement pour asseoir la démocratie. Ça, on ne peut pas nier. Mais il s'est fait que lorsque Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, il pense répondre d'abord aux cris de la population. C'est lui de rendre gratuit l'enseignement. Et cette décision n'a pas arrangé l'Église catholique. C'est pourquoi? Parce que simplement, l'Église vit actuellement de ses écoles, vit actuellement de ses initiatives. Au moins, l'initiative la plus crédible aujourd'hui pour l'Église catholique, c'est l'école. Lorsque vous rendez l'école gratuite, ça veut dire, en d'autres termes, que l'Église ne veut pas bénéficier ce qu'elle bénéficiait de ces écoles. Avant, l'Église bénéficiait des subventions de Rome. Mais depuis qu'on a arrêté ces subventions-là, l'Église vit des écoles. Alors maintenant, ces écoles sont devenues gratuites. L'enseignement gratuit. C'est les enseignants qui reçoivent leur salaire. Les parents ne payent plus. Ça veut dire les écoles, l'Église n'aura rien des écoles. Et voilà pourquoi les responsables de l'Église n'ont pas été à mesure de supporter, n'est-ce pas, cette décision qui était du reste, ou qui est du reste, saluée par pratiquement tous les Congolais. Mais est-ce que ce n'est pas une manière simpliste de voir les choses, Pascal? Non. Parce que les prêtres n'ont pas changé de point de vue. Ils étaient contre l'élection de Félix Tshisekedi. Ils ont même refusé de participer à son investiture. Ils n'ont pas été d'accord avec lui. Ils sont passés dans les chaînes de télévision pour l'attaquer, même au niveau international. Moi, à ce moment-là, il n'y avait pas encore la gratuité de j'aimerais qu'on l'enseignement. se pose la question autrement. Oui. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi a fait de mal pour que l'Église s'oppose maintenant à son Les pouvoir? prêtres disent que Félix Tshisekedi est un fruit de la fraude, est un fruit d'une entente illicite Et qu'est-ce La que fraude. entre Kabila et lui. Mais si c'est ça, alors, est-ce que c'est l'Église qui doit aujourd'hui, n'est-ce pas, trancher la question à partir du moment où, vous savez, la Cour constitutionnelle avait déjà décidé depuis très longtemps. On est à la troisième année, et on va nous ramener dans ce débat. Mais alors, Ça n'a pas de Mais sens. ça doit venir d'où? La vérité, c'est celle-là. Et les CC alors? Qu'est-ce que les CC à avoir dans ça? Non, mais l'ECC a été simplement embarqué L'ECC par l'Église traîné. catholique. Ah, d'accord. La vérité, c'est celle-là. Même l'ECC aussi a beaucoup d'écoles, non? Faut pas oublier ça. Ah, ok. Ah, ça frappe aussi les CC. L'ECC aussi a beaucoup d'écoles. Ils vivent de ces écoles-là. Alors maintenant, au lieu que l'Église... Mais pourquoi ça n'a pas gêné l'armée du salut? Mais ils ont combien d'écoles? Quand vous êtes à l'intérieur, vous trouverez combien d'écoles? Ah, d'accord. Ils n'ont pas assez d'écoles. Mais au lieu que l'Église maintenant collabore avec le pouvoir, l'Église n'a pas pensé, ne pas collaborer avec le pouvoir. L'Église pense que elle atteindra ses objectifs comme elle a atteint par le passé. Mais par le passé, il y avait une chose. Le pouvoir en place n'avait pas de base sérieuse dans la ville. Ça, c'est une lecture à dégager, une lecture importante. Une lecture sociologique importante. Quand vous prenez Kabila, n'avait pas, je prends Mobutu, Ouais. à un certain moment, au début, il avait la base, mais lorsque il s'est imposé comme dictateur, il avait perdu la base ici. Et à ce moment-là, l'opposition, toute action de l'opposition, toute action de l'Église catholique ne pouvait que marcher. Kabila, sur autant, c'est quelqu'un qu'on n'a pas apporté, ça c'est évident. Mais celui qui est aujourd'hui au pouvoir, son pouvoir est parti de la base. Et il a cette base aujourd'hui. Et penser résoudre le problème du pouvoir par la base, à ce stade de temps, ça ne marche pas. Jusqu'à ce que Félix Tshisekedi commettra une grave erreur dans sa gestion, lors de son pouvoir, et que vomi par la population, à ce moment-là, s'ils peuvent revenir
dans leur tact du passé pour basculer les choses, ça peut marcher. Mais à ce stade des C'est compliqué. ça ne peut pas marcher. Simeon Isako, la même Une chose. mauvaise lecture de l'Église. Pour Pascal Ounje, il s'agit des remontrances, des problèmes des problèmes généralement liés à la gestion. Est-ce que vous pensez que, qu'est-ce qui peut bien pousser les prêtres à avoir une certaine animosité à l'endroit de Félix Tshisekedi? Non, moi je pense pas que c'est un problème qui est, comme tu semblais le dire tout à l'heure, qui est lié à l'élection de 2018. Non, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'Église catholique n'a jamais été à mesure de nous démontrer comment Fayulu avait gagné. Et tu sais qu'il avait perdu la présidentielle. L'Église n'a jamais été à mesure. Ça veut dire que c'était des histoires à dormir debout qu'elle était en train de raconter. Mais c'est comme Pascal l'a dit, le problème se situe au niveau de la gratuité de l'enseignement. Parce que l'Église qui confond les époques vivait de la gratuité vivait en fait de ces écoles, comme Pascal a si bien démontré, vivait de ces écoles. Et quand Tshisekedi amène la gratuité de l'enseignement, cela va faire que le niveau de fonctionnement des écoles catholiques va un tout petit peu baisser. Parce que l'État qui va maintenant payer ne va plus payer comme les parents étaient en train de payer. Parce qu'en réalité, l'Église catholique est en train de sucer l'argent aux parents des élèves. Et donc, ils ne sont plus à mesure d'obtenir de l'argent comme ils obtenaient. Ils sont plus à mesure de gonfler leur caisse comme ils gonflaient. Et par ricochet, ils vont s'énerver contre celui qui a pris la mesure de faire appliquer la gratuité de l'enseignement. Et c'est Félix Tshisekedi. Est-ce que ce n'est pas leur ligne depuis longtemps, Simeon? Parce que l'Église catholique, Pascal l'a dit, elle avait des problèmes avec Mobutu, des problèmes avec Kabila le père, des problèmes avec Kabila Joseph. Pourquoi c'est nouveau et c'est étrange s'ils ont des problèmes avec Félix Tshisekedi, alors qu'ils ont des problèmes avec plusieurs autres présidents? Non, mais ils avaient des problèmes avec Mobutu. Vous aurez le temps, Pascal. Ils avaient des problèmes avec Mobutu parce que Mobutu, c'était un dictateur. Oui. C'est connu de tous. Ils avaient des problèmes avec Kabila parce que tous, à l'unanimité, et même au sein de la famille politique de Joseph Kabila à l'époque, on décriait les antivaleurs. Au niveau interne, externe, on décriait les antivaleurs. La dictature, la violation exagérée des droits de l'homme et qu'on sort, la corruption, les détournements. Mais avec Félix Tshisekedi, c'est quoi les griefs qui reproche à Tshisekedi? Mais je vous ai dit, il parle de tripatouillage électoral, non, il parle mais de tribalisme, on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Ouais. Les élections, ce sont eux qui mais ne veulent pas. Le cardinal a même parlé de l'alternance. Non, les élections. Il dit allons-y aux élections 2023 parce que nous voulons l'alternance. Mais comprenez c'est le candidat qui le dit. Donc, comprenez déjà. On ne veut pas de Félix Tshisekedi comme président. Comprenez déjà leur idée. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas de Félix Tshisekedi. Oui. Donc, quand ils parlent du processus électoral, non, mais ce sont eux qui veulent bloquer le processus électoral. Alors que Tshisekedi qui veut accuser faussement, lui est engagé dans la logique d'avoir des élections, des bonnes élections en 2023. C'est pourquoi il avait même échangé autrefois avec Christophe Mbosso. Bon, il avait dit qu'il avait donné des instructions à Christophe Mbosso, mais moi je considère que c'était des conseils pour dire à Christophe Mbosso pour qu'on entérine les bureaux de l'Assemblée nationale. Ce qui a été fait, c'est pour qu'on ait les élections en 2023. Et comment l'Église catholique pourra dire aujourd'hui que Tshisekedi n'est pas inscrit dans cette échec? Alors je vous garde vous, avant de prendre Pascal, qu'est-ce qui va se passer alors? Parce qu'il ne reste plus que 4 minutes pour terminer l'émission. Qu'est-ce qui va se passer? Si aujourd'hui, l'Église catholique, l'ECC, Katumbi, Fayulu, le FCC refusent l'entérinement, disons l'investiture, boycottent l'investiture de Akadi, que j'appelle Akadi. Non, mais, qu'est-ce qui va se passer maintenant? L'Église catholique, l'ECC, Fayulu, Katumbi ne représentent pas la population congolaise. Non, mais ça, vous le dites, vous avez vu le plein que Fayulu a fait l'autre fois. Non, le plein, il faut pas oublier qu'à Kinshasa, il y a beaucoup d'écuriers. Il y a beaucoup d'écuriers, il y a les gens qui peuvent se dire, mais allons voir Fayulu, je l'ai jamais vu, que j'aille voir Fayulu. Non, mais vous n'êtes pas sérieux quand vous dites ça. Non, je suis très sérieux. Le plein qu'il a fait, il a eu le temps de prendre son missili et il a pas monté aux gens. Kinshasa, même Kabila, qu'on a détesté durant les 18 ans, soit Kiti Nanzela Lelo, il y aura une foule innombrable derrière lui. C'est ça Kinshasa.
Même Ouerason, si aujourd'hui il est dans des rues de Kinshasa, il y aura une foule derrière lui. C'est ça Kinshasa. Que Fayoulou draine une foule, ça ce n'est pas, c'est pas un problème. Qui ne se réjouissent pas comme ça. Ça veut dire que ce qui va arriver, c'est que le chef de l'État, parce qu'il est inscrit dans une dynamique d'avoir les élections en 2023, il va investir l'équipe Malonda. Parce que s'il cède aux intimidations de Katumbi qui fait les lobbies pour déstabiliser les pays, s'il cède aux intimidations de Fayoulou qui a besoin d'un dialogue pour se refaire la santé financière, s'il cède aux intimidations de l'Église catholique et de l'SSC qui ne veulent pas de la gratuité de l'enseignement, eh bien, c'est à lui qu'on va demander les comptes. En 2023. Donc, à chacun ses raisons de refus. Oui. C'est à lui qu'on va demander les comptes en 2023. Parce que c'est lui qui est censé faire respecter la Constitution. La Constitution prévoit qu'on ait des bonnes élections en 2023. Si on ne les a pas, c'est Tshisekedi qui sera responsable. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pourquoi il doit prendre la situation entre ses mains et investir l'équipe qui a été entérinée. Parce que cette équipe a été non seulement désignée de façon régulière, mais aussi entérinée de façon régulière et légale, mais aussi démocratique, parce que c'est la majorité des députés qui a décidé... Parce que Malonda a été entériné par le bureau de l'Assemblée nationale, pas par la plénière. Non, même s'il a été entériné par les députés ou le bureau, il faut souligner que les cas Malonda, comme le chef de l'État l'avait clairement dit dans la lettre adressée à Mabunda, les cas Malonda a été contesté par les CC, la Senko et l'église Kimangiste. Parce qu'on disait que Malonda a été porté par l'église Kimangiste, ce qui a été faux. Malonda, c'était un candidat de Corneille Nanga qu'il avait amené à Kabila. Il avait demandé à ce que Kabila puisse soutenir, afin que Malonda soit président de la CENI. Kabila avait apporté son soutien. Donc, c'était un candidat, bref, de la triche. C'est pourquoi les trois confessions religieuses n'avaient pas voulu occasionner cette triche-là. Raison pour laquelle les chefs de l'État s'étaient basés sur la lettre de dénonciation lui envoyée par ces trois confessions religieuses pour ne pas investir Ronsard Malonda. C'est de loin différent avec les cas de Denis Kadima qui a été régulièrement désigné et entériné. Donc, pour moi, Tshisekedi doit s'assumer pour qu'il ne soit pas responsable en 2023. Parce que les députés l'ont compris, ils ont refusé d'être complices du glissement. Alors, Pascal, on devra terminer. Que doit faire le président maintenant? Faire comme à l'époque de Malonda, refuser d'investir Malonda, de signer l'ordonnance, ou, comme Siméon le dit, il doit signer pour qu'on avance carrément. Sinon, on fait le pas en arrière, on n'avance pas. Que doit faire le président? Oui, que doit faire le président en ce moment? Le président devra mettre en tête que les prochaines élections, c'est en 2023. Le président devrait mettre en tête qu'avant la rentrée parlementaire de la session passée, il y a une confession religieuse qui est montée au créneau pour dire que visiblement, il n'y a pas la volonté d'organiser les élections dans le chef du chef de l'État. Et de ce fait, le président devra comprendre que il doit tout faire pour contredire ces gens-là. Et ce qui est curieux, c'est qu'à partir du moment où il a pris l'élan, bien entendu, d'organiser les élections à la date convenue par la Constitution, c'est les mêmes qui ont crié hier, qui commencent maintenant à chercher le blocage. Et c'est une occasion de dire maintenant à la population, si jamais en 2023 il n'y a pas élection, les responsables sont connus, c'est les confessions religieuses. Et c'est là où je dis, même mes contre Kabila hier, c'était lorsqu'on constatait qu'il n'y a pas volonté d'organiser les élections dans le chef du président de la République. On arrive en 2016, on devrait avoir les élections. Pour qu'il quitte le pouvoir, on n'a pas eu les élections, on a trouvé des dilatoires par l'organisation des dialogues. Mais au jour d'aujourd'hui, on est au premier mandat. Le président lui-même vous dit, en 2023, les élections. Je pense, l'Église aurait dû appuyer le chef de l'État pour que ces élections soient organisées. Il est vrai, tout le monde veut avoir de bonnes élections. Mais le cas Kadima, je pense que c'est la personne qui a une expertise électorale. L'Église ne sait pas le dire. L'Église reconnaît ça. Mais à partir du moment où vous reconnaissez que la personne a l'expertise électorale, pourquoi vous vous opposez à cette personne? La raison est ailleurs. C'est alors que vous allez comprendre pourquoi nous avions évoqué le cas des écoles, ainsi de suite. Lorsqu'il faut évoquer, parce que vous aviez glissé la problématique
du tribalisme. Mais par le passé, mon frère, 2006, 2011, 2016, 2018, mais les personnes qui géraient la CENI à la présidence ne sortaient que de la zone linguistique swahili. Et pourtant, le président de la République également sortait de la même zone. On ne criait même pas au tribalisme. Là, on trouvait normal. Mais aujourd'hui, comme par coïncidence, parce que le président de la République est Louba, c'est lui qu'on propose maintenant à la CENI, au regard de son expérience est Louba, et on vient en faire un problème. Mais pourquoi hier, vous n'en faisiez pas un problème? C'est là où je dis... Vous voulez dire le tribaliste se trouve dans le camp de ceux qui crient au tribalisme? Non, on ne peut pas crier ça. Et regardez comment même, lorsqu'on est allé l'église, les confesseurs religieuses vers la fin, Équateur, c'est chez toi. Si. Équateur. Et on voulait que quelqu'un de l'Équateur aussi soit... Non. Il faut aussi qu'on dise des choses clairement. Si vous pouvez soupçonner quelqu'un parce qu'il aurait des accointances avec le chef de l'État, et c'est le chef de l'État aussi parce qu'il est très généreux, bon, comme ça vous pouvez aussi mettre même toute personne qui n'aime pas qu'il soit là. On peut croire comme ça. Une personne qui n'aime pas aussi, qui ne sait pas collaborer avec le chef de l'État, lui aussi va dire, bon, que cette personne soit là, qu'elle dirige la CENI, il n'y a pas de problème parce que nous voulons la paix. Non, on ne peut pas réfléchir comme ça. Ce qui est important, c'est d'avoir cette personne capable de nous organiser de bonnes élections au regard de l'expertise qu'il a sur les élections. Est-ce que Kadima a l'expertise essentielle pour nous organiser les élections? Nous disons oui. Mais à partir du moment où nous disons oui, alors taisons nos différends. Accordons-nous, acceptons-nous, avançons, évitons que, arrivé en 2023, il n'y a pas d'élection et qu'on commence à chercher maintenant des sorciers ailleurs. Alors, comment gérer la rue maintenant? On termine. Comment gérer la rue? La rue, oui. La rue, je ne pense pas qu'il y ait un problème de la rue. Il n'y a pas un problème de la rue parce que cette rue est consciente. Fayulu a dit qu'il prendra des mesures draconiennes. On est en démocratie. Ouais. On est en démocratie le même jour qu'il a tenu le meeting, le même jour qu'on a investi Kadima. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé après. On est en démocratie. On ne peut pas empêcher un opposant, n'est-ce pas, d'organiser une manifestation, de mobiliser, de tenir un discours. Ça, c'est libre à lui, n'est-ce pas? Mais de l'autre côté, on devra aussi reconnaître que ceux qui gèrent le pays doivent gérer le pays en respectant la Constitution par l'organisation d'abord des élections à la date convenue. Et pour ça, on ne peut pas aussi en vouloir ceux qui gèrent le pays. C'est ça la démocratie. Je ne pense pas qu'il y aurait un problème de la rue parce que même la même rue est consciente. La rue, là, cherche quoi? La gratuité de l'enseignement dont on évoquait ici. La rue cherche quoi? Qu'on trouve une solution à la question sociale. C'est là où nous interpellons le gouvernement à pouvoir comprendre. Parce que le débat d'hier, l'engagement d'hier, le combat d'hier était de trouver solution à ces questions. Exactement. Donc, le pouvoir aujourd'hui ne peut pas faillir. Lorsque les choses ne marchent pas, le pouvoir doit fournir des efforts pour qu'on trouve ça. Voilà pourquoi je salue cette façon de mobiliser les recettes. Moi, j'accorde encore du temps. Je ne vois pas cette année. J'attends l'année prochaine. Étant donné que les mobilisations, je parle au pluriel, ces mobilisations seront conséquentes. À la fin de l'année, les résultats seront attendus l'année prochaine. Mais question de savoir canaliser les recettes pour que chaque Congolais se retrouve. Alors, Christian, par rapport à la question du tribalisme, moi j'ai dit que ce sont les prêtres qui font la promotion, si je peux ainsi dire, du tribalisme. Parce que vous vous souvenez, lorsqu'il y avait au départ 23 candidats à la première étape de la désignation, alors que parmi les critères, il n'y avait pas un critère géopolitique, c'est un bongo qui se soulève pour dire, ben écoutez, nous ne devons pas mettre à la tête de la CENI quelqu'un qui est de la même zone linguistique que le chef de l'État. Il invente un nouveau critère lié au tribalisme. Ça veut dire que sur cette question-là, ce sont les prêtres qui sont spécialisés. Ce sont les prêtres qui font la promotion du tribalisme. Très bien. Comment gérer la rue? Comment gérer la rue? Les Congolais ne sont plus dupes. Vous vous souvenez, lorsque Ronsard Malonda a été entériné, 2 jours après, vous vous souvenez ce qu'il y a eu sur Kinshasa? Vous vous souvenez ce qu'il y a eu un peu partout à travers le pays? Il y a eu même des morts. C'est parmi les motivations qui avaient poussé les chefs de l'État à ne pas investir Ronsard Malonda. J'ai dit parmi les motivations, parce qu'il y avait aussi d'autres motivations d'ordre juridique et consort. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, les Congolais ont compris que la question des Kadima, comme je le disais tout à l'heure, est différente de celle des
Malonda. Donc les Congolais ne sont plus prêts à descendre dans des rues pour être les marchepieds des politiciens. Parce que là, Fayoulou qui va appeler à marcher, Katumbi qui va appeler à marcher, ne le font que pour leurs propres intérêts. Ils ne le font pas pour l'intérêt des Congolais. Mais j'aimerais dire une chose par rapport à la mobilisation des recettes. Tu as parlé des... près de 800 milliards. 800 milliards, donc 800 millions de dollars. Bon, je sais pas trop. 800 millions de dollars, 700 millions. 732 milliards de francs congolais. Voilà, donc 700 millions de dollars et qu'on sort. Il y a même un inspecteur de l'IGF qui me disait que peut-être l'année prochaine, on sera en mesure de mobiliser 1 milliard à la fin du mois. Mais il y a encore un problème qui se pose là-bas. Le chef n'a pas de bons collaborateurs qui peuvent lui prodiguer des conseils pour l'orientation de ce fonds-là. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il faut l'avouer, soyons sincères, la population continue à pleurer pour les sociales. Justement, mais il faut attendre un peu. Et donc, s'il y a des bons collaborateurs qui aident les chefs pour l'orientation de ces fonds-là, je pense que ça va impacter. Parce qu'il y a des projets qui ont été pris en compte. Dans les sociales. Oui, il y a des projets sociaux qui ont été pris en compte pour finalement être pris en charge. Merci Pascal Obungi. Merci. Mais il y a des aspects importants à pouvoir communiquer, les efforts que le président de la République est en train de fournir. Si vous prenez la question des procès, par exemple, procès Chebea, procès Mukendi, des efforts énormes. Mais là, la population ne sait pas se rendre compte. C'était l'attente de la grande population depuis 17 ans. Mais tout est en train d'être mis à la place publique aujourd'hui. Tout se dévoile. Les vraies déclarations commencent à se faire grâce, n'est-ce pas, à l'implication du chef de l'État parce qu'il a bien voulu que ce procès ait lieu. Donc nous devons aussi communiquer sur ces questions-là. Très bien. Je crois qu'on en parlera. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été nombreux. Je vous retrouverai avec le même plaisir demain, à la même heure, à la même chaîne. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, Daimana, Chino, Tueneleye, Nakinyabana, Piko, Namosala. Kitoko na kimya bana Kongo.